Dans le désert, si vous vous laissez gagner par la panique, en 3 jours vous êtes mort. Mais le désert n'est pas pour autant synonyme de mort. Quand vous sucez des chauves-souris à longueur de journée. Mais t'es con ou quoi de me mettre dans la sauce comme ça? Et puis j'ai jamais dit ça, petit bâtard. On découvre l'histoire de Mauro Prosperi, l'homme qui resta coincé près de 10 jours dans des conditions extrêmes et inhumaines dans l'un des environnements les plus dangereux au monde, le désert du Sahara. Mais avant, ça serait cool que tu t'abonnes à la chaîne de Luxioka et que tu appuies sur le bouton liker de cette vidéo. Ah oui, au fait, maintenant vous êtes plus de 100 à me suivre sur YouTube. Grâce à la dernière vidéo, vous l'avez vraiment saigné. On a même atteint les 4000 vues. Franchement, tu fais plaisir, tu régales. Merci à toi. Avant même de boire le sang cru de chauve-souris ou même de faire chauffer son urine fraîche sur son cuiseur portable, Mauro est avant tout un passionné de course à pied. Ah, c'est bien mon petit. Toi aussi t'aimes t'entretenir en faisant des petits footings de 5 km dans la journée. Excuse-moi grand-mère, sans vouloir t'offenser, mais Mauro n'est pas du genre à faire 5 km à course à pied. C'est plutôt un pentathlète qui fait des ultramarathons tranquillou. Allez mamie, cadeau, je te donne même la définition. Tu te foutrais pas un peu de ma gueule, petit con? Mauro est une personne facile à vivre, toujours positif et enthousiaste dans tout ce qu'il réalise. Avec lui, tout semblait possible. Sa vie, c'est le sport, mais pas que. Cynthia est une bonne mère de famille. On a eu 3 enfants. Moi, tant que je peux continuer mes passions sans qu'elle n'essaie de me changer, ça me va. Mauro, ça te dirait de faire 250 km dans l'endroit le plus dangereux de cette planète? Tu verras, c'est marrant, dans le désert, la température peut atteindre 46 degrés en pleine journée et la nuit redescendre à 0 degrés. Sans parler d'un environnement ultra galère avec des montagnes rocheuses de la taille d'un immeuble, d'énormes tempêtes de sable qui te fouetteront la peau et avec des dunes de sable qui peuvent te recouvrir de la tête aux pieds, sans compter les scorpions, les serpents. M'en dis pas plus, le S. Qu'est-ce qu'on attend pour participer? Ce marathon, il est considéré comme le marathon le plus dur qui soit sur cette planète. C'est le marathon des sables. J'adore le challenge, donc je me suis immédiatement entraîné. Je courais 40 km par jour, tout en réduisant la quantité d'eau que je buvais pour être habitué à la déshydratation. J'étais jamais à la maison. On voit très bien que Mauro, c'est pas un novice qui veut montrer ses couilles. On sent qu'il y a derrière une énorme préparation. Et sa femme s'inquiétait énormément pour lui du fait qu'il avait perdu énormément de poids, qu'il s'entraînait dans des conditions extrêmes et qu'il n'avait jamais fait le Sahara auparavant, mais aussi parce qu'il ne s'occupait pas de ses enfants, ni de sa famille. Il était jamais là. Il n'a pas réussi à gérer l'équilibre entre sa passion et sa vie familiale. Il ne m'a même pas consulté et a pris sa décision tout seul. C'était super égoïste de sa part. Et si j'avais envie de boire des canons avec mes copines et m'éclater en boîte, comment on ferait pour s'occuper des enfants, hein, petit con? Il était temps pour Mauro et son ami de passer à l'action. Je tiens quand même à dire que Mauro a quand même hésité à participer au marathon des sables. Bon, il n'a pas hésité longtemps bien sûr, mais il a hésité puisque sur le formulaire il était indiqué qu'il fallait préciser l'endroit où il voulait que sa dépouille soit transférée au cas où il décéderait en cours de compétition. Et c'est parti, le marathon des sables commence, ils doivent réaliser une distance de 250 km en moins d'une semaine. Le marathon s'organise en 5 étapes. Le premier jour, les participants vont réaliser une distance de 29 km. Easy. Le deuxième jour, 38 km. Puis le troisième jour, 29 km. Un peu plus dur, ils devront seulement effectuer 85 km le quatrième jour. Autant vous dire que l'étape la plus compliquée, c'est la dernière. Des campements vont être disposés à la fin de chaque étape où les participants vont se réunir pour se ressourcer et se reposer. Premier jour. Ce jour-là, les deux compères sont surpris des conditions climatiques du désert. Ouais, vous aurez dû voir comment ça soufflait. J'ai jamais vu ça. Et le vent soufflait dans une seule direction, vers le bouton s'abonner de cette chaîne. Tout se déroule bien pour les deux acolytes qui courent ensemble et arrivé au deuxième jour, les 38 km à parcourir sont assez techniques et chacun des participants vont commencer à courir à leur rythme sans chercher à vouloir aller aussi vite qu'un autre pour s'économiser un maximum. L'ami Giovanni courait avec Mauro le matin et chacun allait à son propre rythme au cours de la journée. Donc la majorité des participants couraient tout seuls dans le désert. Bon, je te rassure, il y avait quand même des balises pour se repérer, mais en 1994, il n'y avait que 80 participants. Donc quand les participants couraient seuls, ils n'apercevaient pas toujours quelqu'un devant eux ou derrière eux, alors qu'aujourd'hui, le marathon des sables compte plus de 1300 participants, autant dire que c'est beaucoup plus difficile de se perdre. Revenons à nos deux coureurs préférés qui ont réussi le deuxième et le troisième jour, sans ennui. Mauro remarqua que son ami Giovanni traînait un peu de la patte. Il le trouvait pensif,
dans sa bulle, et il s'arrêtait souvent en contemplant l'horizon tel un philosophe. Au bout du 4e jour, c'est le fameux tournant de la compétition. Les participants savaient plus ou moins à ce stade s'ils allaient gagner ou perdre la course. Ils devaient parcourir une distance de 85 km jusqu'à l'arrivée, mais il leur fallait entre 10 à 36 heures pour terminer ce circuit. Et Mauro n'avait qu'un seul objectif à ce moment-là, tout plaquer pour devenir un bulldozer. Non, plus sérieusement, il est prêt à tout pour atteindre le sommet et à atteindre le top 4. Il était super bien parti. Et Mauro décide d'augmenter son allure malgré les 46 degrés du désert et laisser son ami Giovanni courir à son rythme. C'est un compétiteur, il s'en carre le fion du reste. Tout ce qu'il veut, c'est gagner. Mais cette trop forte obsession et ce sentiment de compétition et de victoire l'a peut-être mené à sa perte. Mauro et les autres participants se sont retrouvés face à un vent d'une extrême violence à tel point qu'il était parfois impossible de voir en face de soi à cause des bourrasques de sable qui leur arrivaient en pleine face. Mais Mauro, il est toujours en mode bulldozer et il veut trouver un moyen pour contourner la tempête. Arrivé aux 32 km, le choix le plus judicieux qui lui vient à l'esprit à ce moment-là est de contourner le chemin principal pour traverser des dunes plus petites. Mais les petites dunes étaient beaucoup plus dangereuses que les grandes. Elles pouvaient plus rapidement l'ensevelir s'il était resté immobile trop longtemps. Mauro va donc se déplacer le plus longtemps possible jusqu'à ce que la tempête décide de s'arrêter. Et la tempête s'arrêta 8 heures plus tard. Je peux pas gagner maintenant, mais je peux au moins passer du bon temps. Demain matin, je me réveillerai très tôt et j'essaierai d'atteindre l'arrivée. La nuit commençait à tomber et Mauro décida de faire un petit dodo par terre dans son sac de couchage jusqu'au lever du jour. Le lendemain matin, Mauro repartit courir et il était persuadé de retrouver son chemin, mais au moment où il grimpe sur une dune pour regarder l'horizon, il ne voit rien. Pas un seul coureur, pas une seule balise, rien. Juste lui contre le désert. Et quelques temps plus tard, miracle! Il aperçoit au loin un hélicoptère. Il lance donc sa fusée de détresse, mais l'hélicoptère ne voit absolument rien et repart. La fusée était beaucoup trop petite et il vient de voir sa vie lui filer entre les doigts. Les jours défilaient, Mauro se levait tôt les matins et continuait de marcher. Il n'avait pas bu d'eau depuis un moment puisque les participants faisaient le plein sur les différents points de ralliement de la course. Et on sait qu'à partir de 3 jours sans eau, l'homme meurt déshydraté. Mais Mauro c'est un débrouillard et il commence à uriner dans sa gourde pour boire sa pisse lorsqu'il s'était aperçu qu'il était vraiment paumé. Les corbeaux le suivaient de très près, comme s'ils savaient qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps à vivre. À un moment donné, il retrouvera espoir en voyant au loin un édifice. C'est un sanctuaire. Il se dit qu'il y a peut-être quelqu'un pour le sauver. Il entre dans la pièce, personne, mis à part un sarcophage avec un saint homme dedans. Pendant l'interview de la BBC que tu peux retrouver dans ma description, Mauro dit qu'il se sent plus ou moins bien et qu'il commençait à terminer les dernières rations qu'il avait et qu'il cuisinait avec de l'urine fraîche grâce à son cuiseur portable. Le marabout s'était rempli de sable à cause des tempêtes de ces derniers jours, donc le plafond était très bas. Je suis monté sur le toit pour planter mon drapeau italien dans l'espoir que tous ceux qui me cherchaient puissent le voir. Et alors que j'étais là-haut, j'ai vu des chauves-souris. J'ai décidé de boire leur sang. J'ai attrapé une poignée de chauves-souris, leur ai coupé la tête et j'ai charcuté l'intérieur avec un couteau, puis j'ai aspiré le tout. J'en ai mangé au moins 20. Cru. Il dit qu'il n'a jamais hésité une seule seconde, que c'était son instinct primaire, son instinct inné qui prenait le dessus. Quelques jours se sont passés, puis il entend un hélicoptère tout près de là. Il va se précipiter et écrire sur le sable un énorme « Help me ». Il prend la plupart de ses affaires et son sac de couchage, les assemble et les brûle pour faire un immense feu pour que l'hélico le repère. Mais Mauro, très poissard à ce moment-là, se prend directement une énorme tempête de sable dans la figure qui effaça le « Help me » et va éteindre le feu de ses affaires. L'hélicoptère ne l'a absolument pas remarqué et repart aussitôt. Pour lui, c'était la fin. Toutes ses affaires étaient parties en fumée, ainsi que son sac de couchage. Sur le mur du sanctuaire, il ramassa un bout de charbon et il va écrire « Je t'aime ma chérie, pardonne-moi si je t'ai fait du mal. Je n'ai pas été près de toi et des enfants, mais j'aurais dû. » Mauro a dit une phrase très simple, pleine de sens, qui m'a énormément parlé, en disant « L'homme n'a pas peur de mourir. Ce dont il a peur, c'est de souffrir. » Il sortit un couteau de sa poche, regarda ses bras, brandit son couteau et commença à s'ouvrir les veines pour se suicider. Ce n'est pas du désespoir, mais plutôt un acte qui m'a paru logique. Je savais que mon heure était arrivée, et je voulais y mettre un terme le plus vite possible. Il s'est directement endormi. Et le lendemain, les chauves-souris l'avaient dévoré.
Eh non les gars, je déconne. Non, il s'est simplement réveillé, il s'est dit... Mince alors, comment ça se fait que je suis encore là? La coupe était peu profonde, donc le sang a très vite séché. Il va donc reprendre son chemin, il va constater qu'il avait perdu énormément de poids. Son bracelet flottait à son poignet, ses yeux étaient entrés dans leurs orbites et son visage était creusé. Vers le 8e jour, quelques pas plus loin, il va repérer une petite oasis. Il va boire beaucoup d'eau à la fois, mais n'arrive pas à la garder et vomit. Il va décider donc de siroter tout doucement l'eau. Et ça va beaucoup mieux. Le lendemain, il voit des crottes de chèvre et d'un coup, une petite fille apparut d'une dune. Elle m'a vu aussi et s'est enfuie. Effrayée, après 9 jours dans le désert, j'étais noir avec de la saleté. Et la jeune fille courait vers une grande tente berbère pour avertir les femmes de ma venue. Ces femmes se sont occupées de lui en lui donnant du lait de chèvre. Elles lui ont aussi apporté de la nourriture, mais il a tout de suite vomi parce que son corps n'était pas du tout habitué à manger quoi que ce soit. Ces personnes ont donc averti les militaires pour qu'ils le récupèrent. 2 soldats armés sont arrivés. Ils ont commencé à lui bander les yeux. Et il dit dans son interview que c'était vraiment le moment où il pensait qu'il allait vraiment mourir. C'est le seul moment où il pensait qu'il allait y passer, que les soldats allaient le tuer et laisser son corps dans le désert. Mais pourquoi il avait les yeux bandés? Il avait les yeux bandés parce que les soldats pensaient que c'était un espion marocain. Et pour ne pas mettre en danger leur pays, ils lui ont donc bandé les yeux. Bon, je pense que tu l'as bien compris. Ils vont l'emmener en Algérie. Mauro a donc fait un détour de plus de 290 km. Il s'est rapproché de la frontière marocaine jusqu'à l'Algérie, soit l'opposé de l'arrivée du Marathon des Sables. Lorsqu'ils ont découvert son identité, il a tout de suite été hospitalisé en Algérie. Il va appeler sa femme et ses proches pour les rassurer et il va quitter l'Algérie au bout de 7 jours pour rejoindre sa famille. Les gens de son pays vont donc l'acclamer dans les rues de Rome. Il avait perdu 15 kilos. Il a eu de sérieux dommages au foie, l'empêchant de digérer les aliments correctement. Et il a dû se nourrir de liquide et de soupe pendant de nombreux mois. Il a eu aussi de gros dommages aux reins. Mais c'est pas tout. Voilà, Cynthia voulait ajouter quelque chose. On va la laisser parler, on va entendre ce qu'elle veut nous dire. C'est dur de vivre avec Indiana Jones, pour la bonne raison qu'Indiana Jones n'est jamais là. Il est toujours parti en vadrouille. Cette course restera pour lui la plus belle expérience de sa vie, et pour moi, c'est la pire que j'ai vécue. Nous appartenons à 2 mondes différents et nos perceptions sont beaucoup trop différentes pour être compatibles. Je pense que tu l'as bien compris, Cynthia et Mauro vont divorcer quelques temps plus tard. Et Mauro va reconnaître ses erreurs, reconnaître qu'il n'a pas été toujours là pour sa famille, mais il a la fièvre du désert, c'est-à-dire qu'il ne peut plus s'empêcher de retourner dans le désert. Et on apprend également que lui et son ami Giovanni n'ont plus la même relation qu'avant et se sont éloignés. Giovanni explique qu'il a éprouvé beaucoup trop d'émotions lors de cette compétition et on apprend même que lorsqu'il arrive à la ligne d'arrivée du Marathon des Sables, au lieu de célébrer sa victoire comme les autres coureurs, il a fondu instantanément en sanglots. Il savait bien que la situation était très grave et que son ami aurait pu mourir dans le désert. Il a aussi beaucoup culpabilisé, c'est lui qui lui a proposé ce défi, donc il se sent un peu responsable de cet événement. Bref, il vivait là aussi dans 2 mondes différents. Et concernant les conséquences du marathon, le fondateur Bauer va donc modifier les règles pour améliorer la sécurité des participants et il va donc fournir de plus grandes fusées de détresse. Après cet événement, Mauro va réaliser 6 fois de plus le Marathon des Sables et sa meilleure performance sera 12e du classement. Les médias et l'opinion publique vont être divisés en 2 camps. Le premier camp où les gens vont être vraiment subjugués par son histoire, ils vont croire à son histoire. Et le deuxième camp où ils vont dire qu'il a extrapolé certains passages et qu'il a un peu mytho. Voilà, il a un peu mytho, il a un peu inventé son histoire pour être connu. Il faut savoir que Patrick Bauer n'est pas simplement un entrepreneur qui s'est dit comme ça, allez, on va faire un marathon dans le sable, ou ça, au Sahara. Non, c'est lui aussi un coureur de l'extrême qui a fait seul 350 km dans le Sahara pendant 12 jours. N'écoutez pas Monsieur Prosperi, son histoire est une fabrication. Il vous fera croire qu'il est Superman. Il est physiologiquement impossible pour un homme de parcourir plus de 200 km dans le désert sans eau. C'est un acte surnaturel. Il est possible qu'il se soit perdu pendant quelques jours, mais tout le reste sonne faux. Nous pensons qu'au début, il a été pris en charge par quelqu'un. Et puis, il a décidé de se cacher pendant un moment. Il pensait qu'il pourrait en faire un meurtre s'il prolongeait son épreuve. Il pensait pouvoir vendre son histoire au tabloïd. Il aspirait à être la star de son propre film. Ouais, voilà, pour finir tout ça, je voulais dire que son histoire est totalement folle. J'ai pris un énorme plaisir à faire cette histoire. J'espère que tu as aimé cette histoire aussi. Voilà aussi, je voulais te remercier. Merci beaucoup, je te jure. Tu fais plaisir. La dernière vidéo, elle était
incroyable sur l'ordre du temple solaire, donc la pire secte. Je m'attendais pas du tout à un tel retour, merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. Au moins ça montre que bah voilà, mon travail paye finalement, parce que je charbonne les gars, je vous jure je charbonne. Donc quand j'ai vu que la vidéo elle a énormément marché, et ben j'ai vraiment envie de te proposer un meilleur contenu, de qualité, de plus en plus haut. Donc voilà, c'était l'instant où je voulais te remercier, merci beaucoup. Continue voilà, à commenter, à dire ce que tu en penses. Sayonara!